des sujets qui est option stratégique de l'Afrique face à ces nouveaux défis. En fait, nous savons tous que scientifiquement considéré, l'Afrique est le berceau de l'humanité, avec aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants. Mais, dans le même temps, il est considéré comme le continent le plus pauvre. En effet, parmi les 55 États qui la constituent, au moins 33 pays africains sont classés parmi les 49 moins avancés. L'Afrique est le fief de prédilection des conflits et des maladies. Ce tableau, en fait, pas très élogieux et en partie une conséquence de l'esclavage, de la colonisation et de la décolonisation. En effet, plus de 4 siècles de traite d'esclavage ont dépourvu l'Afrique d'une portion de sa force de travail, tout en y installant la peur et la méfiance. La fin de cet ignoble commerce a fini par installer la colonisation qui a transformé l'Afrique en vache laitière. Durant plus d'un siècle. Dans certains cas, comme celui de l'Algérie, elle s'est terminée de manière brutale et inhumaine. Une décolonisation nécessaire, mais non réfléchie, avait finalement forcé le déchiquetage de l'Afrique en micro-États. Pour preuve, on peut dénombrer de notables incohérences dans plusieurs zones. L'exemple le plus proche de nous, c'est l'exemple de la Gambie et du Sénégal, un pays dans un pays. L'autre exemple, c'est l'exemple sahraoui, qui continue à créer un conflit entre le Maroc et le peuple sahraoui. Au sud, le nom de Guinée est réclamé par 3 États africains, dont 2 sont voisins. Au Soudan, les résultats définitifs du référendum du mois de janvier 2011, publié le 7 février, donne un pourcentage de 18,83% en faveur de l'indépendance, ont abouti le 9 juillet au découpage du Soudan, territoire en 2 États, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Le nouveau Soudan du Sud a élevé le nombre de pays à 55 États. Cette fin heureuse a malheureusement inspiré la rébellion Touareg. En effet, dans l'ancien Soudan français, qui est le Mali s'appelait Soudan français, nous avons assisté à une rébellion des Touaregs qui cherchait à découper le pays en 2, donc la partie du Sahara et la partie du Sud. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à tous les points de vue, les frontières héritées de la colonisation ont révélé leur absurdité, tout en continuant à être des sources de conflits. L'Afrique ne doit pas se laisser piéger par ce passé, en s'appuyant sur son sort ou en se trouvant des excuses, pourtant largement justifiées. Au contraire, elle avait besoin d'effectuer le cheminement inverse, en recollant les morceaux du pot cassé afin de retrouver son entité, son identité et sa dignité. C'est cette nécessité qui avait inspiré le docteur Kwame Nkrumah à travers sa célèbre citation. Je cite, « Tel est le défi lancé aux leaders de l'Afrique. Nous devons saisir cette occasion exceptionnelle pour montrer que le génie de notre peuple peut nous permettre de dépasser les velléités de séparatisme en une multitude de petits États souverains, puis construire rapidement, pour la plus grande gloire de l'Afrique, le progrès de ses populations, une union des États africains. » Fin de citation. Donc, à travers cette citation, nous voyons déjà que Dr
Nkrumah avait déjà l'idée et la nécessité de recoller les pots cassés. Malheureusement, ce point de vue n'était pas partagé par la plupart des leaders africains. Notons que l'idée de la création de l'État n'était pas nouvelle. Elle avait vu le jour bien avant les années 60, c'est-à-dire les années d'indépendance. L'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, en fournit une définition assez édifiante. Je cite, « Le panafricanisme est une aspiration des Noirs d'Afrique et de la diaspora qui s'identifient culturellement par leur appartenance à la civilisation négro-africaine, puisant sa force dans la résistance pluriséculaire des nègres à l'esclavage et à la colonisation. Cette aspiration se projette dans une unité politique du continent sous le nom des États-Unis d'Afrique. » Fin de citation. En fait, à partir de cette citation, nous pouvons voir que le panafricanisme puisse ainsi ses racines dans le soubassement plus profond de la période de l'esclavage. En fait, nous avons d'ailleurs, en nous inspirant de ceci, créé un poème que j'ai l'habitude de lire et qui décrit très bien la situation. Je lis le poème, c'est tout dans l'odieuse opération qui les a arrachés de leur terre d'Afrique, tout dans l'exploitation et l'hostilité au niveau de ces terres d'Amérique, tout dans les ignobles frustrations subies dans leur terre d'accueil, tout dans les agressions sauvagement subies dans leur recueil, tout dans les formes orchestrées d'assimilation de cette culture, tout dans les tentatives d'aliénation de leur propre culture, tout dans leurs profonds rêves de retour en Afrique, tout pointé vers le futur État d'Afrique, tout et tout. Bon, je l'avais créé, ce poème, j'ai l'habitude de le présenter dans mes conférences, et je l'ai mis sous forme de calebasse, qui représentait en fait un récipient qu'on utilise souvent pour boire. En fait, c'est une source dans un sens. Faute de ceci, nous pouvons dire que depuis l'indépendance du Ghana en 1958, le nouveau président, Dr Nkrumah, n'a pas cessé, avec la complicité de Sékou Touré, de chercher à tracer une voie vers l'État d'Afrique. Pour lui, cette orientation s'avérait être le véritable défi de toute la conscience de l'intelligentsia africaine. Pour une grande partie des panafricanistes, l'indépendance devrait déboucher sans délai vers l'État continental. D'ailleurs, c'est une des tentatives avortées en 1963 qui a donné naissance à l'OUA, dont l'objectif était de promouvoir l'unité, la solidarité dans le continent. Ainsi, l'option plus souple et moins contraignante d'une organisation comme l'OUA a pris le dessus sur celle d'une organisation plus risquée et moins prudente. En effet, les conditions de sa mise en place étaient loin d'avoir été réalisées, ceci pour plusieurs raisons. Quand je dis les conditions de sa mise en place, les conditions de mise en place de l'État d'Afrique n'étaient pas remplies. Et ceci pour plusieurs raisons. Nous pouvons citer quelques raisons. La première, c'est la maturité des États. L'Afrique était seulement constituée à cette période de 32 nations qui accédaient nouvellement à l'indépendance. Toute l'Afrique australe, sauf Madagascar, était encore sous dépendance coloniale. De plus, la plupart des pays indépendants n'étaient pas suffisamment prêts pour s'engager dans cette orientation qui leur semblait être une aventure. Donc l'échec pouvait être prévisible. Il y avait la balkanisation aussi, l'effet de balkanisation. Le morcellement de l'Afrique venait fraîchement d'être parachevé par les pouvoirs coloniaux dans le but d'instaurer le néocolonialisme. Cette orientation était à cette période acceptée et défendue par une partie importante de dirigeants africains. En conséquence, il serait illusoire d'espérer un quelconque soutien à la création de l'unité africaine.
L'autre élément qu'on peut citer, c'est l'échec des tentatives de fédération. Tout le monde sait l'échec du Mali, qui est de la fédération du Mali, et puis de la fédération du Ghana et de la Guinée en 1959. Donc, on pouvait prévoir que les pays n'étaient pas très enclins à essayer à aller dans une autre aventure de cette forme. Il y a les conflits qui découlaient des frontières faisaient que alors c'était difficile de considérer l'unité africaine. L'autre aspect qu'on pouvait signaler, c'est l'attrait du pouvoir. Une grande partie des présidents succombaient à l'attrait irrésistible du pouvoir. En majorité, ils craignaient une perte de pouvoir, une perte de souveraineté aux dépens d'une unité hypothétique. Il y a la dépendance politique. Les nouveaux seigneurs africains recevaient en majorité les directives des anciens maîtres des lieux, qui percevaient la marche vers l'unité comme une perte d'autorité. Les rares présidents comme Kwame Nkrumah, qui avaient réussi à rompre les liens de dépendance, percevaient les soumis, les autres présidents, comme des traîtres d'Afrique. Et dans cette ambiance, l'unité devrait se frayer un chemin rempli d'embûches. L'autre aspect qui était très visible, c'est la dépendance économique. Les États dépendaient du pouvoir colonial et donc ne pouvaient pas prendre de décisions dans ce sens. Et finalement, il y a la guerre froide. Comme les plus grands défenseurs de l'État fédéral, comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Julius Nyerere, entretenaient des relations privilégiées avec les puissances des pays communistes, alors l'Occident percevait l'unité de l'Afrique comme une menace. Les principales victimes de cette guerre d'idéologie sont entre autres donc les Africains. Dans ce contexte, la création de l'État ne pouvait pas se faire. Mais la création de l'OUA pouvait être perçue comme une réussite. Elle a su au moins remplir sa mission en contribuant à la décolonisation complète du continent. Donc, vous voyez déjà pourquoi j'ai fait ce rappel, c'est pour faire ressortir le défi. Quel était le défi durant cette période? Le défi des années d'indépendance, c'était la libération de l'Afrique. C'était l'organisation des États. Mais à partir du moment où on a eu l'organisation des États, les États sont organisés, l'Afrique a été plus ou moins libérée du colonialisme. Alors, on a pensé à d'autres formes de défis à la fin du siècle, c'est-à-dire à la fin des années 1990. Donc, avec la fin du second millénaire, les défis ont changé de priorité. Ceci avait été d'ailleurs perçu à travers les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, adoptés en 2000 par les États membres de l'ONU. Ces objectifs avaient une échéance arrêtée en 2015, donc cette année. Normalement, décembre, les objectifs devraient atteindre ces échéances. En fait, elles induisaient sans aucun doute une approche noble et constituaient des préalables à l'accession au développement économique. Seulement, comme l'Afrique n'était pas tellement bien organisée, on savait que ces objectifs étaient voués à l'échec. Mais, en fait, ces objectifs drainaient en eux-mêmes les défis de l'Afrique. On pouvait sentir les nouveaux défis de l'Afrique à travers ces objectifs. Je vais rappeler les objectifs, les 8 objectifs de l'OMD, qui étaient la réduction de l'extrême pauvreté. Tout le monde sait que l'Afrique subsaharienne est le continent où ce niveau est le plus ressenti. Il y a l'éducation. Les problèmes de l'éducation sont perceptibles en Afrique et partout. Il y a la parité. Même si on a fait des efforts,
la question de la parité est encore à jour au niveau de l'Afrique. Il y a la réduction de la mortalité infantile. On sait que ce taux de l'Afrique est le plus élevé dans le monde. Une meilleure couverture sanitaire. Dans la plupart des pays d'Africains subsahariens, il n'existe aucune couverture médicale. En plus, leurs hôpitaux ne possèdent pas le minimum de médicaments. Les malades et leurs parents ont le devoir de pourvoir le nécessaire. En conséquence, les hôpitaux sont des mouroirs. Pour ces raisons, le dangereux et criminel marché des médicaments de la rue s'est développé de manière florissante. Il se ravitaille dans le marché noir des médicaments périmés ou volés, ou détournés, terme. Ensuite, il y a les maladies, les sida et les autres maladies, en fait, sont très ressenties au niveau de l'Afrique. Et finalement, il y a la bonne politique environnementale, qui est le 7e point, et un bon partenariat mondial, qui est le dernier point, donc le 8e point. À travers ces objectifs, nous percevons le défi de l'Afrique, qui était principalement organisationnel. Le problème de l'Afrique, c'est un problème d'organisation économique et de gestion de la santé. Dans ce contexte, l'OEA s'était mutée durant la réunion de 2002 de Durban en une organisation transitoire devenue l'UA. Dans ce contexte de changement de défi, alors qui était un défi, le défi était devenu économique. Ce n'était plus une organisation des États, mais une organisation de tous les États dans leur globalité. Ce n'était pas l'organisation de l'État, mais des États. Et donc, l'UA a pris la position de l'OIA qui avait fini son mandat. D'ailleurs, 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2007, une tentative de mutation vers l'État a été avortée lors du sommet d'Accra. Je pense que le recteur qui était ici était à ce sommet. Ni la mémoire du père du panafricanisme, c'est-à-dire Kwame Nkrumah, ni en fait la position, le pays d'accueil n'avait pu forcer sur le destin pour créer l'État d'Afrique. C'est-à-dire, beaucoup avaient pensé que durant cette période, l'Afrique aurait pu pencher vers l'État. Mais il y avait aussi les conditions qui faisaient que le passage à l'État n'était pas encore rempli. Et c'est ça qui a créé cet échec. Et actuellement, nous sommes dans une situation où nous avons d'autres défis. Les défis ont changé. La priorité des défis a changé. Le défi actuellement est devenu la sécurité des États. C'est-à-dire qu'il y a le défi, le terrorisme et les conflits, qui peuvent annihiler tous les efforts des pays sur le plan économique ou sur d'autres plans sociaux, ainsi de suite. Ce qui fait que c'est réellement un défi de taille. L'autre défi, c'est la santé. L'expansion des épidémies comme l'Ebola, qui, en fait, a créé beaucoup de difficultés au niveau de certains pays, comme par exemple la Guinée, le Libéria, le Sierra Leone, ainsi de suite. Donc ça, c'était un défi. C'était un autre défi. Ensuite, le troisième, c'est la migration suicidaire et clandestine des jeunes qui vont à l'Europe et qui se sacrifient, qui est un défi. Le quatrième défi, c'est l'environnement, avec l'érosion côtière, la désertification. Et le cinquième, qui à mon avis est assez important aussi, c'est l'organisation, une organisation plus opérationnelle de l'Afrique.
Voilà, à mon avis, les 5 nouveaux défis des États d'Afrique. La question qu'on se pose et que pose cette conférence, c'est en fait, quelles sont les options stratégiques de l'Afrique? Quelles options? Que faire? Et j'ai essayé de dégager 4 options. La première, c'est le statu quo. Cette option consiste à adopter une politique de laisser-faire ou de l'Autriche. Elle consiste ainsi à ne pas réagir et ne pas prendre ses responsabilités. C'est cette stratégie qui est adoptée par l'OUA par rapport à la migration suicidaire de sa population. Elle consiste à ignorer le problème tout en espérant sa résolution par d'autres mécanismes. L'autre option, c'est l'option de rafistolage. C'est d'agir, mais d'agir quand c'est trop tard. Cette option consiste à adopter une intervention ponctuelle, donc à proposer des solutions au moment où se pose réellement le défi concerné. Cette stratégie n'est pas anticipative, mais plutôt réactionnaire. L'intervention n'est pas globale, mais ponctuelle. C'est le cas, par exemple, de l'intervention qui est proposée dans le cadre de la sécurité de la force d'intervention rapide, ou la CARIC, Capacité africaine de réaction immédiate aux crises. Vous voyez, ça fait plus d'1 an qu'on parle de cette force, mais la force n'a pas encore vu le jour. Donc on propose des solutions, mais les solutions, en fait, même pour les mettre, pour les appliquer, on a des problèmes. Et puis, beaucoup ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ne s'accordent pas avec cette force d'intervention. En fait, il y a presque 10 pays qui sont volontaires. Il y en a d'autres qui ne sont pas volontaires, mais qui sont d'accord. Mais parmi les pays volontaires, il y a 10 qui sont volontaires. L'autre intervention, on peut dire que par rapport à l'épidémie Ebola. En fait, quand l'Afrique a intervenu, quand le monde est intervenu, c'était presque trop tard. Presque, je dis. Pas trop tard, mais presque trop tard. C'est au moment où l'Europe a commencé à être menacée que l'intervention a réellement eu. L'autre option, c'est l'option statu quo rafistolage. C'est les deux. Ce n'est pas statu quo. Parce que statu quo, quelquefois, c'est une option qui est impossible, à mon point de vue. Parce que quelquefois, il arrive un moment où tu ne peux pas ne pas intervenir. Donc, on peut parler de cette option statu quo et rafistolage. C'est-à-dire on utilise le statu quo et quand on ne peut plus, on intervient. Mais on intervient localement. On n'intervient pas globalement pour résoudre un problème, mais on intervient localement. C'est comme si vous avez un pantalon qui est déchiré, vous allez vous l'amener au tailleur, il vous met quelque chose, un tissu, il change un tissu, et vous revenez encore une autre fois. Et à un moment donné, il faut décider d'aller acheter un nouveau pantalon. Vous ne pouvez pas continuer à le faire. Ou même le tailleur n'acceptera plus de le faire. Et l'autre option, qui est la quatrième, c'est l'option fédérative, qui est le schéma du processus de fédération. Et c'est cette option que je vais développer le plus ici. Parce que c'est cette option que je juge qui est la plus stratégiquement optimale. Et puis c'est cette option dans laquelle je m'identifie le plus. En fait, bon, c'est peut-être un parti pris, mais ça c'est quelque chose de normal. Notons que la mise en place des États-Unis d'Afrique avec une adhésion complète des États serait une mission difficile, voire impossible. D'ailleurs, les États comme le Maroc ne sont pas membres de l'UA. De plus, il existe des États membres indécis, voire réfractaires à l'idée de la création de l'État d'Afrique. Ces États préfèrent le statu quo, c'est de l'Union africaine.
ou opère pour un passage progressif vers par l'intégration économique. La peur de perte de pouvoir et de souveraineté continue à avoir implicitement un effet sur une telle option. Pour réussir le passage à l'étape de fédération, il faudrait convaincre et rallier le maximum de membres possible. Si durant les années 60, toutes les conditions n'étaient pas remplies, aujourd'hui la création de l'État est une voie de survie. Certes, nous ne devons plus la retarder, mais nous ne devons pas aussi échouer dans cette mission. Parce que si on échoue, alors ce sera l'échec définitif de cette fédération, de la fédération. La démarche que je propose incite à la création de 5 États régionaux. Et ces 5 États régionaux devraient constituer l'État fédéral. En fait, c'est une démarche pyramidale. Ce n'est pas nécessaire que ces États soient créés en même temps. Un État peut être créé pendant que d'autres ne le sont pas et peut servir comme incitation à la création d'autres États. Donc je dis, le processus basé sur la création des 5 États régionaux et de forme pyramidale constitue les 3 niveaux. Il y a le premier niveau où c'est les populations qui créent, les États, les 54 États plutôt, qui créent les États régionaux, les 5 États. Et le 3e niveau, les 5 États régionaux vont créer l'État fédéral. En fait, cette idée utilise la notion, l'intégration économique et la démarche qui a été utilisée jusqu'ici. On peut même quelquefois l'identifier au cercle circoncentrique. Mais ce n'est pas le cas, parce que dans le modèle du cercle circoncentrique, on pense que c'est l'intégration qui va vers la création de l'État. Tandis qu'ici, il faut une étincelle pour créer au moins un État. Et c'est cette étincelle qui va pousser à la création des autres États. Notons que dans ce processus de fédération, l'organisation régionale doit être entreprise avant la mise en place de l'État fédéral. Un État régional peut devancer l'initiative fédérale et même jouer un rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, important dans la naissance de ce dernier. Par exemple, le pays, la CEDEAO peut passer à l'État. Parce qu'à mon point de vue, c'est l'un des regroupements qui est le plus avancé. La création d'une telle unité peut ainsi accélérer à la mise en place de l'État fédéral. En effet, la réussite d'un État régional pourrait induire un effet catalyseur dans le projet de fédération avec le principe de démonstration. Le schéma est évolutif et compte sur l'effet de démonstration et de rationalité pour atteindre une adhésion complète de presque tous les États, tout en suscitant dans la mesure du possible des voies vers des fusions d'États. Il peut y avoir des fusions d'États. Pour signer l'acte de naissance de l'État fédéral d'Afrique, dans ce processus, les États membres devront s'accorder sur 2 pactes fédératifs en tant que coopération contractuelle et fondatrice de 2 nouvelles institutions. Le premier acte lègue de manière consensuelle un brin de souveraineté à l'État régional. Ensuite, le deuxième pacte scelle les relations entre ces 5 États régionaux pour constituer la Confédération africaine. Ce transfert concernant plus les aspects sécuritaires et économiques devrait procurer plus d'assurance et de souveraineté aux États membres. Ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit de micro-États économiquement très fragiles. Il serait dans ce cadre une aberration que d'opposer la souveraineté nationale
au passage à la fédération. Souvent, on oppose la souveraineté à la fédération. Dans ce sens, nous pouvons d'ailleurs citer Olivier Beau qui dit, je cite, « On aborde trop souvent le concept de fédération en s'interrogeant sur le titulaire de la souveraineté, caractéristique par excellence de l'État. Or, la souveraineté est définie sur le plan interne par l'unicité du pouvoir sur un territoire déterminé et sur le plan externe par l'absence de pouvoir supérieur. Appliquer de telles définitions à une union d'États aboutit à des apories inévitables. Notons que le processus pyramidal présenté ci-dessus n'est pas immuable. C'est-à-dire c'est une proposition, elle n'est pas immuable. En effet, il est également possible de passer directement à l'État, à l'étape ultime de l'État fédéral. Il n'est pas interdit d'aller directement vers l'État. Mais je pense qu'il est plus facile de construire les États régionaux que de créer un État fédéral africain. Je dis que le processus pyramidal proposé possède l'avantage d'exploitation des efforts régionaux entrepris sur le plan des intégrations politiques et économiques des 5 regroupements régionaux que sont. Ça, c'est les États régionaux dont je parle. C'est l'Afrique de l'Ouest, constitue les pays de la CEDEAO, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Notons que la diaspora africaine pourrait considérer comme la 6e région, pourrait jouer un rôle important dans ce processus. L'Afrique doit répertorier toute sa diaspora afin de la faire intervenir d'une manière efficiente dans sa quête de développement. Elle doit exploiter cette expertise dispersée au besoin de rapatrier ce qui le désire. Toute la configuration internationale devrait être modifiée par la création de l'État africain. Au niveau de l'Organisation des Nations Unies, la représentation de des États africains serait nécessairement revue. L'entrée de l'Afrique ne poserait plus un problème. Les coûts impliqués par les représentations individuelles sur le plan diplomatique seraient réduits parce que partagés. Dès sa proclamation, l'État fédéral occuperait la première place mondiale sur le plan de la superficie des pays, avec une superficie de 30 510 514 km², l'Afrique devancerait de loin la Russie qui l'occupe l'actuelle place aux environs de 17 millions de km². Sur le plan démographique, l'Afrique pourrait réduire son taux de mortalité par une diminution des conflits et des guerres. Ce cadre, conjugué avec un programme de santé au niveau continental, induirait une réduction de la mortalité infantile, une espérance de vie plus honorable, avec un taux d'accroissement naturel le plus élevé de 2,8% en 2008. La population africaine estimée à plus de 1 milliard devrait en conséquence supplanter celle de la Chine dans quelques années. Le pôle d'attraction économique et financière du monde se déplacerait pour converger vers le berceau de l'humanité. La mise en place de la fédération aurait été la meilleure stratégie africaine afin d'une réduction des objectifs millénaires du développement adoptés en 2000. Ces objectifs induisent sans doute une approche noble et constituent des préalables à l'accession au développement. Cependant, sans une amélioration de la structure de l'Afrique, ces objectifs sont voués à l'échec. Une approche fédérative de l'Afrique réduirait les conflits internes, car les actions judiciaires auraient une plus grande priorité sur la confrontation par les armes. De plus, l'intervention contre le terrorisme ne serait plus limitée par les frontières de ses membres. Les principaux défis environnementaux de l'Afrique, tels que la désertification et l'érosion côtière, ne peuvent être considérés localement. La fédération est donc la stratégie la plus indiquée pour s'attaquer à ces questions dans leur globalité.
D'ailleurs, c'est pour cette raison que les chefs d'État membres de l'Union compris la nécessité d'une intervention groupée et ont approuvé la création de la conférence des ministres africains sur l'environnement. La fédération aurait tout intérêt à tenir compte des projets déjà initiés par cette organisation. Ainsi, nous percevons l'impact de facilitation que constitue la fédération par rapport aux nouveaux défis de l'Afrique. À tout point de vue, la fédération serait un catalyseur et d'ailleurs constitue la seule issue pour relever ces défis. Pour cette raison, cette stratégie fédérative devrait fortement être encouragée. En fait, nous voyons donc à travers tout ce développement que la stratégie de la fédération est la meilleure stratégie qui permettrait de sortir l'Afrique de cette situation. Sur le plan politique, la fédération ouvrirait à l'Afrique une voie au chapitre. Elle intégrerait le groupe de G8 pour le modifier en G9. Il ne serait plus nécessaire pour cette institution d'inviter arbitrairement des présidents africains. Au niveau de l'ONU, je l'avais dit, il y aurait une entrée de l'Afrique au Conseil de sécurité. Sur le plan financier et monétaire, l'Afrique attirerait un plus grand flux sur les marchés de capitaux et induirait un niveau d'investissement assez substantiel, aussi bien interne qu'externe. Ceci se traduirait par une meilleure santé économique, la mise en place de la monnaie unique dans le cadre fédéral réduirait les coûts de gestion de transactions et inciterait à un plus grand volume d'échanges interafricains. Sur le plan économique, l'Afrique serait devenue une zone très importante à courtiser et à conquérir, en fait une nouvelle Inde. Ceci se traduirait par un comportement favorable au niveau des paramètres tels que la croissance économique, l'indice de développement humain et l'indice de développement de la pauvreté. Ce tableau réjouissant pourrait inciter à la réalisation de conditions capables de favoriser une inversion migratoire. Ainsi, à tous les points de vue, la fédération aurait un effet positif sur le nouveau défi de l'Afrique. D'ailleurs, par rapport aux nouveaux défis de l'Afrique, elle semble être la seule stratégie optimale capable d'y instaurer un développement durable. Donc, je pense qu'on peut s'accorder sur ça, mais même si on s'accorde sur ça, la question est que faire? Que faire pour amener à une plus grande adhésion à cette idée? Nous avons un projet dont a fait référence le recteur dans l'introduction, c'est l'État virtuel d'Afrique, que j'ai appelé EVA. Pour contribuer à la mise en place des États-Unis d'Afrique, nous avons confectionné un projet consistant à créer un objet artificiel. En informatique, on l'appelle objet artificiel, mais intelligent. Ceci est un système complexe, mais virtuel, décrivant les différentes dynamiques d'une éventuelle fédération africaine. Nous l'avons baptisé sous le nom d'EVA, EVA, État virtuel d'Afrique. Certes, nous n'avons aucun contrôle sur la création de l'État réel, mais aucune volonté externe ne peut nous empêcher de rêver de créer l'État virtuel. D'ailleurs, Birago Diop disait, quand l'esprit va chercher du bois mort, il ramène toujours le plus gros des fagots. Notre plus gros fagot est l'État virtuel d'Afrique, qui est un outil interactif pour convaincre les États les plus réfractaires aux principes fédéraux. Dans ce sens, EVA, symbolisant la mère de l'humanité, devrait contribuer à donner naissance à l'État fédéral africain et ainsi redonner son entité au continent qu'il a vu naître. Compte tenu de la gigantesque des tâches, de l'objectif de vulgarisation, nous avons besoin de loger EVA dans un site Internet interactif à confectionner. L'organisation et le fonctionnement de cette structure virtuelle, cherchant à décrire le plus fidèlement possible le futur État, s'appuie sur la théorie des jeux. La théorie socio-économique, la démographie
les données statistiques, l'économétrie, l'optimisation mathématique et l'informatique pour réussir sa mission. Sur demande, EVA fournit la carte économique de chaque pays et sa projection dans un court terme. Tous les secteurs primaires, secondaires et tertiaires sont pris en compte suivant leur importance pour chaque pays. Ensuite, le site devrait mettre à la disposition de l'utilisateur la situation économique de chaque pays dans le cadre de la mise en place de l'État fédéral. Et dans ce contexte, des projections et des comparaisons avec les précédentes situations sont effectuées pour montrer les bienfaits de la fédération. En d'autres termes, pour évaluer la fédération. En tant que système complexe artificiel, EVA est un outil de persuasion permettant d'évaluer quantitativement l'apport du projet fédéral au sein de chaque pays africain et de mesurer toute l'opportunité y découlant. De telles démarches font souvent défaut par rapport à la pléthore d'arguments politiques et juridiques. Dans le but de concevoir EVA, il faut déterminer pour chaque pays les principaux sous-jeux qui caractérisent son économie. Et ce sont ces sous-jeux qui vont intervenir dans la simulation informatique. Dans ces différents sous-jeux, ces gains sont disponibles et correspondent à ses propres et courantes performances économiques. Dans le cadre de la fédération, il est possible d'étudier les différents sous-jeux afin de déterminer leurs gains éventuels, aussi bien actuels que dans le court terme, et dégager les opportunités directes et indirectes de chaque État. Ceci nous permettrait d'évaluer les gains de chaque État et le nouveau PIB résultant de la fédération, et donc faire la comparaison. Ce qui fait que donc chacun, souvent ses intérêts, pourrait comparer le pays dans la situation actuelle et dans la situation de la fédération. Tous ces gains résultants peuvent par la suite être exploités à des fins de projection. Ces sous-jeux sont regroupés au niveau de 3 secteurs, je l'ai déjà dit, les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Et puis, pour réussir cette simulation, il nous faut décrire des niveaux. On va décrire des niveaux qu'on va décrire. Je ne vais pas perdre du temps à les décrire, sinon je ne veux pas que la conférence soit très longue. Il y a le premier niveau, c'est le niveau de commencement, en fait. Et il y a un niveau où il y a l'intégration économique, un autre niveau où il y a la monnaie. Donc, c'est différents niveaux qu'on décrit. Et on peut mettre plusieurs niveaux pour essayer d'introduire une dynamique dans la simulation informatique. Je ne vais pas trop m'appesantir, mais si quelqu'un le demande, je peux lui donner les différents niveaux que j'ai proposés. Notons que le comportement scientifique a généralement tendance à subdiviser certains systèmes en sous-systèmes. Comme par exemple, on divise les systèmes en disant que ça c'était mathématique, l'autre physique, et on essaie de le résoudre avec les mathématiques ou les physiques. Or, quelquefois, c'est une erreur, parce qu'il y a des questions qu'il faut aborder de manière pluridisciplinaire. En ce qui concerne EVA, nous avons évité de commettre cette erreur. C'est pourquoi nous avons mis en place un objet complexe pour corriger cette faiblesse. En fait, nous allons donc appréhender ce projet dans un aspect pluridisciplinaire. Cette approche postule que la cohérence des régularités observées à un niveau global peut être assurée par des comportements élémentaires du système. Et dans ce cadre, les méthodes de simulation multi-agents ont été utilisées. Donc ici, on utilise la simulation multi-agent. La forme de simulation adoptée est discrète et de type asynchrone. C'est-à-dire qu'on le fait chaque année, qui correspond au moment d'évaluation économique des pays. Sa conception nécessite la connaissance de ces populations qui s'avèrent être des entités informatiques capables d'initiative. En fait, les agents ici sont les États. Donc, on va décrire les agents de telle façon qu'ils aient le même comportement que les agents. Pas exactement, mais dans la mesure du possible.
comme ils aient les caractéristiques, comme en fait, ils vont réagir comme l'État, comme l'agent Sénégal va réagir comme l'État du Sénégal, dans la majeure partie des jeux où il est impliqué. Donc, au sein de l'État virtuel, nous avons utilisé toutes ces formes-là, la théorie des jeux, les statistiques, et nous avons donc défini les agents comme les États. Et tout ceci nous a permis de faire une certaine simulation, va nous permettre de faire une certaine simulation et de projeter dans le futur et de comparer cette situation-là avec la situation actuelle. Ce qui fait que c'est un outil de persuasion et c'est un outil qui peut amener beaucoup d'États réfractaires à s'associer à l'idée de l'État fédéral. Face aux nouveaux défis de l'Afrique, nous percevons le besoin et l'urgence de la création des États-Unis d'Afrique. Son impact sur le plan politique, financier et économique ne serait plus à démontrer. En effet, la fédération est la seule issue pour l'Afrique. Nous appréhendons également à travers les différents sujets exposés que EVA avait l'avantage. Dans EVA, l'avantage était la fédération. En fait, la stratégie de fédération. Je vais essayer de réduire l'exposé pour essayer de susciter les discussions. En fait, dans notre processus de création EVA, on peut même pourrait développer ce qu'on développe, l'outil qu'on développe, l'outil qui est un objet complexe qu'on développe, peut être utilisé à des prédictions ou des simulations. Même, il peut être utilisé même après la création de l'État fédéral, la création réelle, pour essayer de voir certaines stratégies, simuler certaines stratégies pour voir qu'est-ce qui va se faire. Ne pas prendre des décisions, mais les simuler avant de les prendre, pour pouvoir voir toutes les facettes possibles de notre décision. En fait, l'idée de l'État n'est pas nouvelle. Elle date de plus de 50 ans, je l'ai déjà dit, avec le panafricanisme. D'ailleurs, certains intellectuels comme Cheikh Anta Diop ont dégagé les fondements du futur État. Si durant cette période, la réticence était notoire par rapport à la maturité des États ou à la multitude de divisions fraîchement héritées de la colonisation, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit et nous n'avons aucune raison de reculer l'échéance de sa mise en place. C'est la seule issue pouvant assurer la renaissance de l'Afrique durant ces troisièmes millénaires. Notons que le président d'honneur du système EVA est déjà désigné en la personne du président Nelson Mandela. Et il a même déjà fait son discours d'investiture. Et c'est le même discours qu'il a fait au moment où il a été élu, quand il était président de l'Afrique du Sud. Je vais donner une citation très courte de ce discours. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre peur fondamentale est notre absence de conscience de notre puissance sans limite. C'est notre propre lumière, plutôt que les ténèbres des profondeurs qui nous font le plus peur. Je vous remercie. Je vous remercie. J'avais dit qu'il ne sera pas question de mathématiques, mais vous vous doutez bien qu'il y a eu inférence de systèmes complexes, d'agents, multi-agents, mais bon.